Bonjour Robert Cran. Bonjour Daniel. Alors on va parler avec vous du jardin botanique fruitier dont vous êtes le concepteur. Alors tout d'abord, où se trouve-t-il exactement? Il se trouve à Vapès, entre Vapès et la chapelle Saint-Michel, qui est plus connue, à peu près 200 mètres après la chapelle, quand on vient de Santa Reparata, ou de l'île Rousse. Et donc à gauche, il y a de grands panneaux, jardin botanique fruitier, il y a un parking. Quand on arrive, après, il faut suivre les flèches pour arriver à la réception. Le visiter. Est-ce que c'est votre passion de la nature, des arbres, qui vous a finalement donné l'idée de créer ce jardin? Écoutez, si je suis honnête, Soyez-le. la cause fondamentale au départ, c'est la gourmandise. Voilà. Vous savez, manger de bons fruits cueillis sur l'arbre, et ça tout au long de l'année. Mais c'est le bonheur. Vous savez, même dans toutes les religions, le paradis, c'est toujours un jardin. Voilà. Mais en plus, je dirais, la conception du jardin m'est inspirée par la forêt. Parce que moi, j'ai grandi à côté de la forêt. Bon, c'était pas en Corse, c'était en Alsace à l'époque. Donc pas du tout le même climat. Pas du tout le même climat, mais le principe de la végétation, il reste les mêmes, même s'il y a des différences. Mais une forêt en Corse et une forêt en Alsace, il y a beaucoup de points communs. Et donc, si vous voulez, depuis mon enfance, je dirais, pour moi, la forêt est un lieu de prédiction. De protection. Pourquoi? Parce que je dirais déjà, même quand j'étais tout gamin, pendant les bombardements, dès que la sirène hurlait, ma mère, elle m'emmenait dans une espèce de charrette, elle courait se réfugier dans la forêt, comme le voisinage aussi. Donc, je dirais, depuis mon enfance, c'est un lieu Les arbres, c'était une protection. de protection. Et ensuite, je dirais, dans les années qui ont suivi la guerre, on allait chercher le bois pour se chauffer, il n'y avait plus rien. On allait cueillir des myrtilles, on ramassait des champignons, des châtaignes. Et moi, plus tard aussi, il y a aussi une rivière qui traversait la forêt, j'allais à la pêche. Donc, et après, en tant que gamin, dès que j'avais un moment de libre, moi, c'était la forêt. Il y avait quand même la nature. Et la nature. Et la forêt, elle fait peur à beaucoup de gens, alors que pour moi, ça symbolisait un lieu de production. Voilà. Alors, mais à l'époque, je me suis toujours posé la question, pourquoi, excusez-moi, pourquoi dans le jardin, dans la forêt, tout pousse alors qu'on ne traite pas, qu'on ne laboure pas, qu'on ne taille pas, on ne touche à rien, et pourtant tout pousse à merveille. Et je me disais, dans ma petite tête de gamin, je dis, si plus tard je peux, eh ben je me ferai ma petite forêt. Mais comme j'étais gourmand en même temps, je me dis, je la ferai avec des arbres fruitiers. Voilà. Et donc j'ai accompli en Corse un vieux rêve qui remonte à mon enfance. Donc j'ai dû attendre plus de 50 ans avant de pouvoir le réaliser. Mais à part que certains arbres fruitiers, quand même, on perd leurs feuilles et d'autres non. Donc vous avez une forêt qui, par moment de l'année, est assez aérée, on va dire. Oui, mais par contre, il y a d'autres arbres qui ne les perdent pas. J'ai même trouvé un prunier, le Prunus lyonii, qui ne pousse que sur 2 îles dans les Galapagos, et qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver, tout en donnant Ils ont des épines? Non, ils n'ont pas d'épines, mais les feuilles sont un peu cireuses, comme celle du houx, par exemple, mais sans épines. Combien d'années vous a demandé finalement sur combien d'années la Là, réalisation s'est faite? je dirais, j'ai décidé de faire ce jardin, j'ai planté les premiers arbres il y a 20 ans.
Sur combien d'hectares à ce jour? Sur 3 hectares. Hein, sur 3 hectares. Et après, j'ai planté à fur et à mesure, je me suis étendu à fur et à mesure de mes trouvailles, de mes recherches. Hein. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quelle différence y a-t-il entre votre jardin botanique fruitier et tout simplement un verger? Mais la différence, c'est que, euh, je dirais, je ne suis pas un lieu de production. Hein, je ne veux pas faire de la... Bien sûr, on produit, hein, mais c'est pas pour la vente. Hein. Et ensuite, il y a surtout une biodiversité euh, absolument importante, alors que un verger, c'est des monocultures hein, pour la plupart. Hein, tandis que là, chez moi, tous les arbres sont différents. Si c'est pas par l'espèce, c'est au moins par la variété. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve qui serait, je dirais, même que vous auriez importé pour qu'on ne trouve pas peut-être spécialement en Corse? Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Ben, je dirais, il y a même aujourd'hui des fruits tropicaux, parce que si vous voulez, comme je constate depuis pas mal d'années maintenant, le changement climatique, hein, comme je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a encore 20 ans, on avait encore de la neige tous les hivers et qui tenait une huitaine de jours. Maintenant, quand il arrive qu'il neige, c'est tous les 4 ou 5 ans, et encore, elle tombe la nuit et fond dès le lendemain. Alors, bon, bien sûr, je m'intéresse à tout ce qui est l'écologie, j'ai lu les rapports du GIEC, j'ai accueilli d'ailleurs une conférence de Pierre Claveau, il n'y a pas, de Paul Claveau, de Calvi, qui représente le club Astro 2000, hein, et qui nous a fait une conférence de 3 heures dans notre salle de conférence qu'on a là-haut, et qui a démontré, je dirais, les changements naturels qu'il y a eu dans le passé par rapport à l'orientation de la Terre, par rapport au circuit qui se modifie un peu au fil du temps. Et, et ensuite, dans une deuxième, il y a aussi le volcanisme ou d'autres événements qui ont pu intervenir, mais dans une deuxième partie, le, le réchauffement climatique, et quand on voit les courbes euh, prend ce réchauffement dû uniquement à l'homme, hein, à ses activités, ses déforestations, ses manières de cultiver. Mais je vous avoue que c'est un peu effrayant. Hein. Mais enfin, disons, en voyant ce changement climatique, je me suis dit, je vais prospecter un peu dans toutes les régions subtropicales ou tropicales, voir ce qu'ils y cultivent et ce que je pourrais acclimater ici. Voilà, donc je fais pas mal d'acclimatation. Est-ce que vous diriez aussi que le climat y est propice quand même? Ah, ici, je dirais pour certaines espèces, le climat devient propice, alors Vous avez eu du mal pour certaines alors que pour variétés? d'autres, il ne l'est plus. Hein, voilà. Vous avez eu du mal à justement acclimater certaines variétés? Oui, oui, et j'ai observé le phénomène suivant, vous savez, parce que, ça, il faut peut-être le préciser avant, c'est que les arbres, ils ont jusqu'à 10 fois plus d'ADN, donc de gènes, que nous les hommes. Hein, pourquoi? Parce que ils sont nés quelques centaines de millions d'années avant nous, et comme ils ont toujours été obligés de rester sur place, ils ont développé, pour faire face à toutes les agressions, tous les changements, et puisqu'ils étaient enracinés, hein, et ils ont, de ce fait, ils ont développé beaucoup plus d'ADN que nous. Hein. Les plantes ayant cette capacité de modifier leur ADN selon
leur expérience et leur vécu. Hein, vous pouvez avoir sur un même arbre, selon les branches, vous pouvez avoir de l'ADN différent. Hein. On peut constater des fois qu'on a un arbre fruitier qui, d'un côté, a justement le tronc d'une certaine manière, Voilà. et de l'autre, Voilà, elle est parce différente. que selon l'exposition au vent ou au soleil ou d'autres interventions, ils s'adaptent. Hein, ils s'adaptent. Ils ont de très grandes capacités d'adaptation. Je dirais sur un plan scientifique, je dirais pour les plantes, c'est Lamarck qui a raison contre Darwin. Hein. Les plantes, elles modifient leur ADN. Hein, mais je dirais, on s'est beaucoup intéressé au monde animal, mais on s'est encore On a un peu peu oublié. intéressé, on connaît pas grand-chose sur, bon ça vient un peu, mais Sur les on connaît pas végétaux. grand-chose sur les végétaux. Hein. Je prends toujours un exemple, c'est par exemple la boquilla, et qui est une liane qu'on trouve en Amérique du Sud. Quand elle rampe par terre, elle a ses feuilles, hein, s'appelle d'ailleurs Bocchilla trifoliata, hein, à trois branches, je dirais. Et, mais quand elle arrive sur un arbre, eh ben par mimétisme, elle prend le feuillage de l'arbre Elle fait comme le sur lequel caméléon. elle grimpe. Et si dans sa course, elle arrive sur un autre arbre, elle prend le feuillage sur l'autre partie Vous de l'avez l'arbre sur vu? lequel je l'ai vu qu'en photo, hein, mais c'est mon ami Francis Allais qui m'a montré, qui m'a appris la chose parce que lui, c'est le grand spécialiste des forêts primaires. Hein. Et donc, mais on ne sait pas comment ça marche. Ils ont pas des yeux, hein, mais c'est comme s'ils voyaient. Puis bon, il y a des tas d'exemples comme ça, donc où on sait pas du tout comment ça fonctionne. Hein, voilà. Alors, dans votre jardin botanique, pour en revenir, pour arriver plus près de chez nous, à Vapès, de quels moyens vous cultivez? Quel est votre mode de culture? Comment vous vous y prenez? Eh Est-ce ben, que c'est très écoutez, mécanique, manuel? non, non, c'est justement, vous voyez, c'est l'inverse d'un jardin à la française. Hein. C'est-à-dire, vous ne retournez pas la terre? Je ne retourne pas, je ne taille pratiquement pas. Hein. C'est le jardin de la non-intervention. Et je veux que ce soit le jardin de la liberté, autant pour les animaux que pour les insectes, que pour les plantes. Même, Hein. vous avez des agrumes? J'ai des agrumes aussi, Et vous oui. ne les taillez pas non plus? Non, je ne les taille pas non plus, sauf quand il y a une branche morte. Hein. Bon, ben Parce qu'on dit tout le temps je qu'il faut la, quand même faire rentrer la lumière au milieu de l'arbre. écoutez, moi je ne les taille pas, et puis je peux vous dire qu'ils portent bien. Hein. Voilà, chaque année ils portent bien. Hein. Mais je dirais cette manière de cultiver, bon, premièrement je l'ai choisi parce que ça ressemble à la forêt, hein, parce que en fait c'est une forêt fruitière que quand tous les arbres sont adultes, ce sera une véritable forêt Ils ont quelle fruitière. hauteur à ce jour? Ah, mais ça dépend, hein, ça va de ceux que j'ai, ça va peut-être maintenant euh, les plus hauts, ils vont peut-être avoir 10 mètres, mais la moyenne doit tourner autour des 3,50 mètres, 4 Tout mètres. dépend aussi de la variété de Ça l'arbre, dépend de la variété de l'arbre. bien Hein, sûr. et au contraire, si on veut cueillir des fruits, faut pas qu'ils poussent Trop? en hauteur. Oui. Hein, et, et on dirait presque, euh, j'ai par exemple, j'ai un prunier euh, qui est complètement étalé. Et je suis parti d'un noyau, et il n'a jamais été taillé. Mais on dirait qu'il nous tend les bras pour qu'on puisse cueillir ses fruits plus facilement. Hein. Bon, ça paraît une boutade, mais dans la réalité, si cet arbre poussait en pointe et faisait de mauvais fruits, qu'est-ce qui se passerait? Personne ne les mangerait, ils tomberaient à terre, ils germeraient,
et s'étoufferaient les uns les autres. Mais en faisant de bons fruits, en les mettant à notre portée, l'arbre, il sait que nous, les mammifères, on va venir les manger, on va disperser ces noyaux, et le principe de la vie étant de se multiplier, se reproduire pour se perpétuer, eh ben c'est lui qui nous manipule, on y participe. D'ailleurs, je me suis longtemps demandé si les pulpes qu'il y a autour des noyaux des fruits, est-ce que c'est pour nourrir le noyau quand il va tomber à terre, ou est-ce que c'est pour attirer le prédateur? Il y a certainement les deux cas, mais la plupart, c'est pour attirer le prédateur, pour disperser ces noyaux, pour favoriser la reproduction. La meilleure preuve, c'est qu'il y a beaucoup de graines ou de noyaux qui ne germent qu'après un transit intestinal d'un animal. Hein. Voilà, donc c'est lui qui nous manipule, c'est pas nous. Et si je vous parle de pesticides? Alors, pesticides, c'est totalement exclu. Parce que faire un jardin pour passer des pesticides, eh ben alors je préfère acheter au supermarché, hein, ça reviendra beaucoup, beaucoup moins cher. Non, les pesticides, bon, moi je ne veux pas parler du côté médical, comment ça va se répercuter sur la santé des gens et voire sur les générations futures, hein, mais c'est totalement exclu. Mais je dirais dans l'agriculture intensive moderne, ils peuvent pas faire autrement. Pourquoi on a institué, je dirais, une telle pression sur le monde paysan, qui sont obligés de produire chaque année. Hein, et on ne peut plus respecter l'alternance naturelle des arbres. Un arbre, une année, il produit beaucoup, une autre année, il produit peu, parfois pas du tout. Un agriculteur, il ne peut pas accepter ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait les tailles de fructification. C'est-à-dire, on reproduit artificiellement un phénomène naturel d'un vieil arbre. Quand il est malade et qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il fait? La dernière année, il fait un maximum de fruits. Hein, d'ailleurs, d'où l'expression chargé à mort. Hein. Et avant de mourir, il Il donne produit un tout ce qu'il peut. maximum de fruits, oui, pour espérer pouvoir se multiplier avant de mourir. Et les arboriculteurs, eh ben ils reproduisent artificiellement ce phénomène en faisant les tailles de fructification, qui sont des tailles assez sévères. Et donc l'arbre est affaibli et en conséquence il va développer beaucoup de boutons à fleurs et donc de fruits. Mais après, pour que dans la réalité il ne meure pas, qu'il résiste, eh ben c'est l'engrais chimique. Et comme il est affaibli, il prend toutes les maladies, et là on rentre dans le cycle des traitements à tour de bras. Hein, je crois les pommes sont traitées parfois jusqu'à 40 fois, et en plus, même si vous les pelez, le poison il pénètre jusqu'à 2 centimètres à l'intérieur des fruits. Hein, voilà, ça c'est, je dirais, le principe de la culture intensive. Alors justement, Robert, quand on parle de maladies, depuis environ 2 ans, il y a cette bactérie, la Xylella fastidiosa. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que cette bactérie, partout où elle a sévi, aux États-Unis ou dans les Pouilles En actuellement, Italie? ou maintenant en Espagne, c'est tout dans les grandes monocultures. Hein. Et tant qu'on aura ces cultures intensives et monocultures, là, quand il y a une bactérie qui s'y met, c'est la catastrophe. Comment elle se transmet? Ben, elle peut se transmettre de... Moi, je suis pas scientifique, mais elle se transmet de différentes façons. Hein. Ça peut être les oiseaux, ça peut être le vent, ça peut être l'homme. Hein, et on ne peut pas empêcher quelque chose de circuler. Bon, bien sûr, il faut prendre des mesures, ne plus importer des arbres qui viennent de ces régions, mais je vous dis sincèrement, il y a
2 ans ou 1 an et demi, quand cette bactérie, qu'ils ont commencé à tout bloquer, Oui. tout, j'ai écrit au préfet et je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, si vous bloquez tout, alors les gens du continent, ils vont dire, bah, écoutez, on ne prend plus de clémentine corse, on veut plus les feux de kiwi corse, on veut plus, parce que sinon vous allez nous amener la bactérie. Hein. On, on ne peut pas empêcher une bactérie de circuler. On peut essayer de limiter. Je dis, il faut prendre des précautions. Mais, euh, mais c'est surtout, il faut sortir de ces grandes monocultures qui permettent ces événements. Hein. C'est comme, comment s'appelait la maladie de la vigne il y a au siècle dernier, là. Ah, bon, le nom Moi aussi, j'arrive pas à le ouais, retrouver. euh, c'est tout quand il y a des grandes monocultures. Est-ce qu'il y a des végétaux qui sont, on va dire, plus sensibles à cette bactérie que d'autres? Oh, certainement, hein, Vous certainement, n'avez pas, apparemment. dans votre jardin, vous n'avez pas Non, ce non, souci-là. j'ai pas eu. Je vous précise, plus il y a de biodiversité, moins il y a de chances qu'une telle bactérie survienne. Vous voyez, vous m'avez posé tout à l'heure la question euh, si je labourais la terre. Non, je laisse pousser les herbes et je les laisse pousser jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Hein, c'est-à-dire, généralement, c'est dans la première, au plus tard, première quinzaine de juin, comme on a en Balagne, on a de 3 à 5 mois de sécheresse, les herbes sont sèches, mais elles ont eu le temps de monter en graines, et là, on fauche, et Vous laissez sur le sol. on laisse tout sur le sol, ça fait paillage, ça nourrit la terre, ça préserve toute toute la vie bactérienne de la terre et qui font un équilibre. C'est ce qu'ont souvent fait les anciens, ou alors ils y passaient les moutons, mais euh, ça c'est quelque chose de naturel qui préserve la terre. Hein, et franchement, je suis vraiment reconnaissant aux anciens qui ont cultivé de cette façon et qui respectent la terre, parce que c'est quelque chose qu'on va transmettre aux générations futures, alors que les grandes monocultures sur le continent, la terre est en train de mourir. Hein, elle est en train de mourir. Trop chargé peut-être aussi de pesticides. Oui, de pesticides, nitrates, etc., hein, qui après, comme en Bretagne, euh, produisent des algues où ils savent plus quoi en faire. Hein, mais ça, c'est toujours plus. Voilà. Alors, votre jardin donne lieu à des visites. Quel public généralement vient vous voir? Écoutez, le public, il est très divers, je dirais, mais la première catégorie, je dirais professionnelle, eh ben, c'est les professions de la santé et et l'enseignement. Hein. Quelles sont les questions récurrentes lors des visites? Les questions récurrentes, c'est comment cultiver sans pesticides. Hein. Euh, ensuite, je dirais, euh, ils s'intéressent bien sûr sur tout ce qu'on peut cultiver, comment faire, etc. Hein. Donc, je dirais, il y a aussi des amateurs de jardin, mais on sent vraiment une préoccupation importante des gens qui veulent un retour vers plus de Plus nature et nat. sans pesticides. Hein. Et là encore, je dirais, je ne m'étends pas euh, sur la valeur nutritive des fruits et leur goût, hein, par rapport justement à la culture intensive et ce qu'on faisait avant. Hein. Mais euh, si vous voulez que je vous en dise quelques mots, Là, ça va être un petit peu trop juste. mm, Ça fera l'objet, pourquoi pas,
d'une autre visite. Oui, oui. Mais j'aimerais que vous précisiez, en ce qui concerne les visites dans votre jardin botanique, elles se font il y a un certain mois de l'année. Toute l'année, on peut venir visiter ce jardin? Je fais des visites tout au long de l'année, sauf peut-être une courte période si je suis obligé de m'absenter. Mais pourquoi ces visites, ils ont la vie d'un jardin, elle change d'une période À une autre. à l'autre. Tout à fait. Et donc, en hiver, ben c'est là il y a des plantations, ou de la greffe. Hein, donc, les gens ils voudront savoir si ce qu'il faut planter à telle époque. Hein, bon, quand est-ce qu'il faut greffer. Vous voyez, plein de Alors, quel est le renseignements. mois propice pour la greffe? Pour la greffe, oh, c'est le mois de février, hein, Pour tout janvier, arbre? février. Tout arbre? Non, 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 pour ceux qui sont à feuillage caduc. Hein, voilà. Ensuite, après, il y a d'autres variétés de greffes, comme pour les agrumes. Là, c'est plutôt, je dirais, au printemps. Hein, ça, c'est selon. Et ensuite, ça dépend du mode de greffe. Hein, mais bon, là, c'est assez étendu. Hein. Alors, Robert Cran, juste une question, mais vous répondez très rapidement. Mhm. Ah, combien est-ce que vous avez comptabilisé les diverses variétés que vous avez dans votre jardin botanique? Alors, je dirais de genres de fruits. Il y en a à peu près une soixantaine de genres. Hein, c'est-à-dire, quand je dis Un les, arbre, un les, prunier les, par les- exemple, de plusieurs voilà, variétés. voilà, quand j'ai des prunes, il y en a beaucoup de variétés, hein, ou d'espèces, mais je dirais, pour moi, c'est un genre. Hein, voilà, pareil pour le reste. Et, mais à côté, je dirais à l'intérieur de ces 60 genres de fruits, il y a à peu près un millier de variétés. Hein, parce que chaque arbre chez moi, il est différent. Parce que j'ai aussi fait une sélection en fonction de leur qualité et de leur période de maturité. Hein. Vous voyez, comme par exemple, bon, bah, au 15 avril cette année, on a eu les premières cerises. Hein. Et maintenant, ça va continuer jusqu'à début juin. Hein. Et donc, j'ai un mois et demi à presque 2 mois de cerises. J'ai fait pareil pour les pommes. Les premières pommes, elles sont mûres fin juin et les dernières au mois de décembre. Hein. Oui, vous échelonnez Voilà, c'est pour échelonner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des fruits le plus longtemps possible. le plus longtemps possible. Alors, il va Voilà. falloir qu'on vienne vous voir. Ouais, Alors, volontiers. Robert Cran, on vous remercie de votre visite. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.